Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Culturel sur LMTV tous les jeudis à 19 h. Nous parlerons de l'actualité culturelle en Sarthe avec nos invités. Et on commence dès aujourd'hui, le programme est chargé, il s'en passe des choses en Sarthe en ce mois de septembre, en cette belle rentrée. On ira du côté du manoir de Coam pour l'exposition d'art contemporain de l'année sur le thème de la dualité. Vous rencontrerez nos invités dans un instant. On parlera de matrimoine musical avec le spectacle Anonyme était une femme. Vous pourrez le découvrir ce week-end aux Saulnières. Ensuite, nous découvrirons le programme de la France Design Week, porté notamment par l'association Le Mans Créapolis. C'est pendant la deuxième quinzaine de septembre. Et à cette occasion, on fêtera aussi l'ouverture de Maison Graphique rue Nationale avec une très belle exposition Guillaumite. On parlera aussi d'estampes avec l'exposition Estampes d'ici et d'ailleurs qui est organisée par le Hangar à papier qui aura lieu dans l'espace Paul Courboulet au Mans. Et puis on finira l'émission en allant du côté de Jupilly pour l'assemblage, un événement autour de la forêt et des arts proposés par l'ébauche. Ce sera la 7e édition cette année. Et on finira avec la découverte de la LAC et de son exposition par l'artiste Cécile Carré. En fin d'émission, je vous propose de retrouver tout de suite nos invités dans Culturel. J'ai le plaisir de recevoir Pierre Allôme. Vous êtes le président de l'association des Amis du Manoir de Coam. Bonsoir. Bonsoir madame. Et vous êtes venu avec les deux artistes donc, qui sont abrités autour du manoir en ce moment. Pierre Allôme, bonsoir. N'importe quoi. Pascal Chénaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes artiste, sculpteur animalier de votre côté. Et Patrick Boulot, bonsoir. Bonsoir. Artiste peintre. Donc tous les deux, vous exposez. Le manoir de Coam s'attache à faire une belle exposition d'art contemporain pour ouvrir à la fois à la découverte d'artistes et puis évidemment ce lieu magnifique qu'est le manoir. Tout à fait. Le manoir de Coam, c'est un manoir classé monument historique du XIVe siècle. Nous y habitons depuis 2007 et tous les ans, nous organisons une exposition d'art contemporain parce que notre objectif, en tout cas celui de l'association qui organise tout ça, c'est de mettre en valeur le patrimoine architectural et de développer la culture dans nos territoires, notamment dans nos territoires ruraux. Donc cette année, c'est la 19e édition et nous accueillons un sculpteur sur métal, Pascal Chénaud, et un peintre, Patrick Boulot. Et ce manoir, c'est un des plus vieux bâtiments du Haut-Maine. C'est vraiment aussi l'occasion d'approcher d'un peu plus près ce beau patrimoine que vous avez le plaisir. C'est le manoir de Coam. Coam, c'est le nom de la famille qui résidait depuis l'an 900 jusqu'au XVIIe siècle. Une des plus vieilles familles, une des plus puissantes familles du Haut-Maine, puisqu'ils étaient alliés au roi de France et qui défendaient le territoire contre notamment l'invasisseur anglais pendant la guerre de 100 ans. Oui, et puis c'est resté très longtemps dans la même famille. Hein. Jusqu'au XVIIe siècle, la date à laquelle ils se sont éteints naturellement. Oui, en plus, c'est même pas une histoire de range. Alors, les sculptures, Pascal Chénaud, des sculptures animalières que vous exposez à l'intérieur et à l'extérieur du manoir. Exact, ouais. Pas que, mais oui. Des sculptures animalières avec des métaux, beaucoup, martelage, soudure, etc. Pourquoi des animaux comme ça? Qu'est-ce qui vous inspire et qu'est-ce que... Pourquoi je sais pas. Non, je suis très attiré par la faune, donc je suis aussi... j'ai été très impliqué dans la sauvegarde des espèces aussi avec une fondation d'Angleterre. Donc voilà pourquoi, parce que c'est le sujet qui m'intéresse, quoi. Et est-ce que justement dans la sculpture, est-ce que les matériaux que vous utilisez vous guident aussi vers l'animal ou vous dites je veux faire tel animal et c'est plus ça, c'est plus une espèce qui va m'intéresser, que j'ai pas faite ou alors que j'ai déjà fait depuis quelques temps. Donc c'est surtout un petit peu le challenge qui
m'intéresse. Ouais, là, d'aller chercher justement les matériaux qui vont vous permettre cette forme et faire vivre. Les matériaux, c'est toujours les mêmes, hein. C'est toujours de la tôle, c'est de la tôle de 8/10. Mais c'est plutôt le challenge, moi, qui m'intéresse. Et avec la proposition de Pierre, en fin de compte, c'était intéressant d'aller sur un sujet comme ça que je n'avais pas abordé avant, sur la dualité. Et c'est pour ça que je suis parti sur un Minotaure assez imposant. Minotaure qui a été créé pour l'exposition qu'on a vue en photo. Donc qui est inédit pour cette exposition. Ouais, alors il y a la forme évidemment de la sculpture et puis il y a la patine qui est aussi la façon, enfin le revêtement qui évolue avec votre façon de travailler votre sculpture. Ouais. Alors ça dépend des pièces. Il y a des pièces que je laisse vieillir et puis je ne mets aucune protection dessus. Et puis d'autres, je suis obligé, pour des pièces en extérieur, je suis obligé de vernir. Et puis pour les pièces en intérieur, c'est encore un autre système de protection. Ça dépend vraiment de... Il y en a certaines qui sont peintes aussi, patinées différemment. Et est-ce que justement, des fois, vous provoquez un peu le hasard en attendant, en expérimentant finalement ce vieillissement des pièces? Oui, ça peut être intéressant aussi de voir comment ça vieillit. Des fois, ça va plus vite que ce que je pensais, et puis des fois c'est un peu plus long. Et puis c'est le monde animal. Enfin, on a l'impression que du coup, si la sculpture évolue un peu, c'est un peu comme les plantes. On a l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre du vivant, en tout cas, qui se transmet. Ah ouais, tout à fait. Alors vos sculptures font vis-à-vis avec vos œuvres, Patrick Boulot, très lumineuses pour le coup, des peintures. J'allais dire très gai. Alors les sujets, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose de chatoyant. Disons que je m'intéresse beaucoup à la couleur, les oppositions de couleurs ou les agencements de couleurs, ça c'est un peu ma passion. Je travaille sur le thème des bouteilles, certes, mais peu importe le thème quelque part. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est les oppositions et de marier ces couleurs entre elles. Donc effectivement, j'ai plutôt des couleurs gaies, puis je pense qu'aujourd'hui, on en a un petit peu besoin. Et justement, la bouteille, par ses transparences, par ses reflets, c'est pour ça que vous avez choisi ce sujet-là? Tout à fait, puis c'est ma marque de fabrique depuis 2008, j'y tiens, et il fallait que je raconte des choses aussi, donc ces bouteilles se sont aussi transformées en personnages. Donc ce qui me permet de raconter des histoires personnelles ou ma vision du monde actuel. J'ai quelques toiles, par exemple, j'en ai une qui représente l'Australie qui brûlait, malheureusement. Ça aurait pu être en France ces dernières années. Et c'est ça qui m'intéresse vraiment, c'est de raconter des choses à travers ma peinture aussi, pas seulement travailler la technique de la couleur. Et les expressions des couleurs, justement. Alors, c'est vrai que dans un tel écrin que le manoir, comme les sculptures, ça donne vie, parce qu'il faut imaginer qu'il y avait des décorations colorées dans ces bâtiments que nous, aujourd'hui, parfois, on trouve austères, mais qui, à l'époque, étaient largement habillés, décorés, peints. Finalement, cette notion de couleur, elle se joue aussi dans l'espace. J'imagine que ça, c'est quelque chose que vous prenez en compte dans votre... Alors là, moi, je remercie Pierre et Thierry, les propriétaires, parce que là, vraiment, on a un lieu magnifique. On a une grange ouverte qui est protégée, donc on a un espace de rêve, j'allais dire. Et puis, c'était très important d'exposer avec Pascal, parce que Pascal, on se connaît depuis un moment, mais on n'avait jamais exposé ensemble. Et je pense que notre opposition... fonctionne bien. Enfin, moi, je suis très content de l'exposition et très fier d'exposer avec Pascal. C'est vrai qu'en dehors de la sculpture, peinture, dans les regards avec, c'est pas tout à fait monochrome, mais quand même avec un matériau d'une part et puis ce jeu de couleurs, il y a une dualité, quelque chose qui se passe. Il y a une dualité dans ce que l'on fait, mais aussi à l'intérieur du travail de Pascal, sa dualité, quand il représente ces animaux pas complètement en entier, peut-être parce qu'il a envie de protéger ces espèces. Exactement. Et puis moi aussi, à travers mes peintures, ces bouteilles qui quelquefois disparaissent, quelquefois apparaissent. Oui, parce qu'on parle de bouteilles, mais on n'est pas sur de l'expression réaliste. Donc voilà, on est sur ce dialogue-là avec peut-être une sensibilité, justement, il y a un petit peu une notion d'urgence, alors pas dans le côté alarmiste ou péjoratif, mais plutôt de se dire, bah voilà, on a une émotion, il y a quelque chose de beau, mais il y a aussi quelque chose à dire sur vos œuvres. Peut-être que ça aussi, ça vous rapproche? Ouais, je sais pas. Je sais pas si ça nous rapproche. Alors, je pense de toute façon que l'art doit
Enfin, de l'art doit sortir des émotions et quelque chose. Enfin, je pense que c'est ça. Quel que soit l'art, je veux dire, le but c'est ça. C'est quand même un dialogue avec le visiteur. Bien sûr. Et de provoquer évidemment des émotions. L'exposition, elle est jusqu'au 28 septembre. Jusqu'au 28 septembre, elle est ouverte tous les jours. L'entrée est gratuite. Il y a un parking. Je tiens à préciser que toutes les œuvres sont à vendre. Bien sûr. Au bénéfice des artistes. Et donc, vous pourrez acquérir, si vous le souhaitez, une part de leur talent. Il y en a à tous les prix. Nous sommes ouverts jusqu'au 28 septembre, notamment le week-end et notamment pour les Journées européennes du patrimoine, où il y aura en plus des visites commentées des extérieurs du manoir de Coam. Et je voudrais à nouveau dire nos remerciements au nom de l'association à Patrick et à Pascal d'avoir accepté de venir exposer. Alors c'est une dualité qui pour moi est en même temps une belle complémentarité dans ce lieu qui est effectivement très beau. Oui, c'est une dualité en regard. Hein. Voilà, il n'y a pas la confrontation dans cette notion-là. Merci d'être venu nous présenter cette exposition. On va parler maintenant de matrimoine musical avec le spectacle Anonyme était une femme. Avant de recevoir mes deux invités, je vous propose de regarder le teaser. Ça fait plusieurs années que nous avions à cœur de créer un programme de pièces composées exclusivement par des femmes. On a cherché, on n'a pas grand-chose en musique de compositrice. Alors, c'est sûr que si on essaye de faire la liste de tous les compositeurs, vous êtes encore là jusqu'à demain matin. On va faire un jeu. Musique de femme ou musique d'homme, on va voter à main levée. Ça veut dire quoi, musique féminine? Musique masculine. Attends, t'as vu l'heure? Attends, t'as vu l'heure? Attends, t'as vu l'heure? Attends, t'as vu l'heure? Je suis Ah ouais. Les femmes, on leur a interdit non seulement de siffler, mais aussi de jouer du violoncelle, du hautbois, de la clarinette. Pourquoi c'était interdit tout ça pour les femmes? Parce que ça n'était pas pratique. Pour le violoncelle, par exemple, je vois vraiment pas ce qui est pas pratique. Oui, mais alors, ça, c'est pas possible. Ah oui, alors, évidemment, si tu joues comme ça, et là, c'est pas pratique. Une femme, c'est mince. Mais pas trop. Une femme, c'est drôle. Mais pas trop. Une femme, ça doit avoir des fesses. Mais pas trop. Ni féminin, ni masculin. Juste l'endroit de l'humain. Être libre! Donc, ce teaser Anonyme était une femme. J'ai le plaisir de vous recevoir. Flore Fruchard, vous êtes artiste et cofondatrice de la compagnie Petite Étoile, donc chanteuse lyrique, danseuse, comédienne. Morgane Billet, vous êtes aussi cofondatrice de la compagnie et vous êtes chef de chœur, chanteuse lyrique et comédienne. Rien qu'à cet énoncé, on comprend que voilà, vous touchez plusieurs domaines artistiques, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Et avec la compagnie de la Petite Étoile et le quatuor Ariane, qui est parisien, la Petite Étoile, je suis un peu chauvine, je rappelle que c'est Monceau, vous avez créé ce spectacle qui joue sur, je disais en introduction, le matrimoine musical, c'est-à-dire la place des femmes dans la composition, l'écriture, etc. Exactement, exactement. Après 4 ans de travail, de recherche, d'écriture, de recherche de partition et tout ça, on a gardé le centre de notre motivation qui était de réparer l'invisibilisation d'un répertoire longtemps ignoré, le répertoire des compositrices. Donc celle d'il y a longtemps, mais aussi celle d'aujourd'hui. Et donc on a à la fois des compositions de compositrices du 19e, du 20e, et on a aussi des compositions qui ont été faites pour nous, pour nos voix lyriques avec piano.
Alors, comme dans tous les arts, il y a deux problématiques. Il y a la place de la femme, de manière générale, même aujourd'hui, qui est encore à faire et à promouvoir sur la scène artistique, malgré les efforts, il y a encore du chemin à faire. Et puis, il y a aussi, comme dans l'histoire de la peinture ou autre, beaucoup de femmes compositrices qui sont cachées derrière les hommes. Et je pense qu'il y a peut-être des œuvres que vous nous faites découvrir qui étaient justement attribuées ou cachées derrière un homme. Mais oui, tout à fait. Je voudrais pas spoiler, comme on dit, mais oui, tout à fait. Il va y en avoir, effectivement. C'est vrai que dans le teaser, quand vous dites, alors on est là, on cherche compositrice, bon, ça vient pas naturellement, on les a pas étudiées au collège, quoi. Oui, donc forcément, on se pose des questions. Alors, il y a du chant, mais il y a du théâtre, il y a de la danse un petit peu. C'est vraiment un spectacle. Vous êtes 4 sur scène et vraiment vous renvoyez la balle. C'est un spectacle très ouvert, très dynamique. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a voulu utiliser le maximum de nos compétences. Enfin, voilà, on voulait diversifier aussi les propositions qu'on pouvait offrir au public. Voilà, histoire effectivement que ce soit très dynamique, très joyeux, très. Ouais, comme jouer de la flûte avec le nez. Oui, bon, ça c'est un talent caché. Mais... Alors, la question aussi, donc on a la chance de vous avoir au Saulnières au Mans, donc pour ceux qui vous croisent ou qui vous suivent, là c'est l'occasion de voir le spectacle sur le territoire. C'est à 20h30 donc ce samedi 13 septembre. On peut découvrir à partir de quel âge? Ça m'a l'air relativement familial, il n'y a pas de... Oui, tout à fait. Il faut suivre le spectacle, oui, évidemment. Voilà, sur l'affiche, il y a marqué 8 ans, à partir de 8 ans, mais si les enfants sont habitués à venir voir des spectacles, et voilà, si les enfants sont intéressés... Dimanche dernier, on a eu deux filles qui avaient 6 et 7 ans, et qu'on trouvait ça super. Non, voilà, après, c'est une histoire d'éducation au spectacle aussi, mais là c'est pas le sujet, mais ça peut être bien, justement, d'emmener les petites filles et les petits garçons, justement, à ça. D'ailleurs, après, vous continuez au Théâtre de l'Opprimé à Paris, donc c'est un spectacle qui est rodé et que vous continuez à développer un petit peu partout. Donc là, encore une fois, je suis un petit peu chauvine, c'est notre plaisir de pouvoir vous voir sur le territoire. Comment il est reçu justement ce spectacle, cette thématique, cette forme aussi qui est un peu... Parce que derrière le rire, on pose finalement des questions qui sont quand même importantes et qui sont éminemment sociales et politiques. Comment il est reçu ce spectacle? Il est plutôt bien reçu. Effectivement, comme vous le disiez, on traite de sujets qui sont importants, qui sont sérieux, mais on essaie de le faire avec qui nous sommes. Donc dans le Quatuor, on ne peut pas se passer d'humour. Voilà, donc on essaie de le faire passer aussi, peut-être pour le faire mieux passer, pour qu'il se soit mieux entendu, pour que les personnes ne se sentent pas agressées aussi. C'est important, parce qu'on a envie de mettre tout le monde de notre côté. C'est ça. Et de faire découvrir aussi l'art lyrique. Alors c'est vrai qu'on en parlait, vous êtes chanteuse lyrique, et pourtant là on est dans un répertoire, il y a du classique, mais je veux dire on n'est pas dans un récital lyrique habituel. Donc ça aussi c'est permettre de faire venir des gens à écouter autre chose. C'est un récital hors du commun. Voilà, donc il commence à peu près dans le cadre et puis on va sortir de ce cadre. Et donc, quand on ne connaît pas le lyrique, c'est vraiment l'occasion de découvrir ce que c'est que le lyrique. Et quand on connaît, c'est l'occasion de découvrir des compositrices, mais aussi d'être surpris ou surprise et de repartir enrichi, étonné, joyeux, parce que c'est un sujet sérieux, mais dans lequel on apporte toute notre couleur, toute notre joie, toute notre fantaisie. Et je pense que ça se sent dès le teaser. D'ailleurs, en sous-titre, il y a marqué « Récital hors piste », donc ça vous donne une petite idée. Vous êtes 4 sur scène avec un piano et vous nous embarquez dans le spectacle dès le départ autour de ça. Est-ce qu'il y a d'autres dates Je continue. Est-ce qu'il y a d'autres dates en Sarthe? Vous allez... Pas encore? Pas encore. Non, on y travaille, pour ce spectacle-là et puis pour les autres spectacles de la compagnie. On y travaille, on espère. Et donc, vous reviendrez nous parler de vos projets de la compagnie de la Petite Étoile maintenant que vous connaissez le chemin culturel. En tout cas, voilà, c'est une belle idée. Anonyme était une femme. C'est le 13 septembre au Saulnières. On prend des places sur le site des Saulnières. Sur le site d'Helloasso, mais il y a le lien sur le site des Saulnières. C'est sur Helloasso et c'est un moment aussi nécessaire que réjouissant. Exactement. Et puis, vous suivez la compagnie de la Petite Étoile si vous voulez voir les nouveaux projets que Flore et Morgane vont nous concocter. Merci beaucoup.
beaucoup, Merci beaucoup. d'être venu nous parler de ce spectacle. Et nous, on continue avec l'actualité culturelle tout de suite. Et on va parler d'estampes d'ici et d'ailleurs dans un instant. J'ai le plaisir de recevoir Christine Guichardon. Bonsoir. Bonsoir. Vous participez donc à l'association Le Hangar à Papier qui organise cette belle exposition et vous êtes venu avec Paul Automne. Bonsoir. Bonsoir. Invité d'honneur de cette exposition, vous allez nous en parler dans un instant. Mais avant, je me retourne vers ma gauche, vers Gwenaëlle Lardeux. Bonsoir. Bonsoir. Vous aurez Maison Graphique avec une exposition exceptionnelle de Guillaume Hitt en septembre et qui sera justement en partenariat avec Le Mans Créapolis. Florine Decamp, bonsoir. Bonsoir. Présidente donc de l'association Le Mans Créapolis qui va porter, en tout cas soutenir la France Design Week en septembre. Alors peut-être nous dire justement quel va être cet événement et le rôle de l'association. Oui, l'association, depuis 5 ans maintenant, elle coordonne en fait sur le département de la Sarthe l'événement de la France Design Week qui est le festival du design en fait. Et pour cette 5e édition, la thématique est le design utile. C'est une manifestation nationale en fait qui est reprise là en Sarthe et pour l'occasion, Le Mans Créapolis, qui est une association qui justement accompagne les designers, se fait le relais sur le territoire. Oui, tout à fait. L'association Le Mans Créapolis, elle a 24 ans sur le territoire. Elle a pour objectif en fait de valoriser le savoir-faire des professionnels du design et de la création. Donc cet événement était tout trouvé pour mettre en avant finalement nos membres et les professionnels. Donc on coordonne depuis plusieurs mois maintenant pour organiser pour cette 5e édition sur septembre la France Design Week. Alors il va y avoir des événements un petit peu partout sur la deuxième quinzaine de septembre. Inauguration à partir de mardi prochain, le 7 septembre, vous faites l'inauguration à la Fabrique Crève de Ville au Mans. L'occasion de présenter justement tous les porteurs de projets et les événements qu'il va y avoir un petit peu partout en Sarthe. Tout à fait. L'inauguration est ouverte à tous, tous ceux qui veulent découvrir finalement qui porte ce projet et donner un petit peu un avant-goût de ce qu'on va trouver sur les 2 prochaines semaines. Donc elle est à la Fabrique de Rêve de Ville et c'est l'occasion aussi de découvrir une première exposition puisque les étudiants du lycée Raphaël Élysée en partenariat avec Florian Lemaitre, designer, exposent justement à la Fabrique Rêve de Ville. Il y a des expositions, il y a des conférences, il y a des ateliers, il y a plein d'événements qu'on retrouve sur le site internet France Design Week Le Mans. Exactement, sur francedesign-week-le-mans.fr, vous pouvez découvrir toute la programmation, plus de 14 projets. La plupart sont ouverts au grand public, mais certains sont plutôt dédiés professionnels, gratuits, payants, sur inscription. On a pour tous les goûts. Et puis, c'est l'occasion aussi de rencontrer justement d'autres designers et pourquoi pas de rejoindre l'association aussi Le Mans Créapolis en rencontrant sur le territoire justement des acteurs. Alors justement, le lien est fait avec Maison Graphique, avec Gwenaëlle Lardeux. Il y aura une conférence de l'artiste que vous exposez à Maison Graphique, Guillaume Hitt, qui aura lieu à Le Mans Créapolis, dans les locaux de Le Mans Créapolis, Gare Sud. Tout à fait. Et ça sera le 17 septembre, du coup, à 14h30. C'est sur inscription et c'est gratuit, si je ne m'abuse. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter cet artiste Du coup, Guillaume Hitt, c'est un artiste qui travaille à Bordeaux, à la Fabrique Paula. C'est un artiste qui travaille l'illustration, mais sous différentes formes, qui est un artiste assez pluridisciplinaire. Donc, il réalise des grandes fresques, souvent participatives ou immersives, avec la réalité augmentée. Là, il va parler un petit peu de son travail, de sa manière d'aborder l'espace public, de sa manière de mélanger aussi l'illustration, le graphisme et la réalité augmentée. Comment il fait aussi participer les spectateurs à ses œuvres. Donc, il viendra à Le Mans Créapolis pendant 1h30 pour parler de son travail et échanger du coup avec les participants. Alors c'est vrai que ça c'est ouvert au public, mais c'est une bonne façon de montrer aussi l'émulation qu'il peut y avoir sur le territoire et au sein de Le Mans Créapolis, d'aller à la rencontre des autres designers qui vont forcément être présents et échanger avec l'artiste. Donc c'est vraiment un bon exemple de ce que vous pouvez faire dans l'association et ce que vous pouvez entraîner comme échange.
Ah oui, tout à fait. Là, ça permet aussi de montrer le pôle, parce que le Mancréapolis, c'est un pôle finalement qui est situé Gare Sud, avec une pépinière, avec un coworking. Donc, beaucoup d'événements s'y passent. Et là, une conférence qui mélange le design, le graphisme et aussi l'art, c'est parfait. Alors justement, on va pouvoir voir des œuvres de Guillaume Mitte à Maison Graphique qui ouvre enfin rue Nationale au Mans. Qu'est-ce que c'est que cette maison graphique ? Alors, Maison Graphique, du coup, c'est un petit atelier d'artistes, un peu galerie, un peu lieu où on va pouvoir venir créer, venir transmettre aussi, et puis venir découvrir le travail d'artistes. Donc là, Maison Graphique ouvre au 90 rue Nationale avec une première exposition, donc celle de Guillaume Mitte. L'idée, en fait, c'était de s'inscrire dans la France Design Week pour l'inauguration et d'essayer de faire un projet en commun avec le Mancréapolis, en tout cas de créer des passerelles. On a choisi l'idée du design ludique. Donc, il y aura cette exposition, il y aura la conférence et puis il y aura aussi un atelier risographie pour tous les publics qui sera fait à partir de briques de Lego en lien avec le travail de Guillaume Mitte. Donc, Maison Graphique, pendant un mois, va accueillir l'exposition de Guillaume Mitte. Il y aura aussi des temps de médiation avec les scolaires pour visiter et puis aussi découvrir ce qu'est le design ludique à travers le travail de Guillaume Mitte. Et puis, par la suite, il va y avoir des formations pour les artistes aussi à la risographie. Oui, c'est ça, parce que on a oublié de le préciser, même si on l'a déjà parlé dans la saison dernière, n'est-ce pas ? La risographie qui est une technique d'impression particulière et qui justement invite les artistes à explorer différentes couleurs, différents passages, différentes façons de créer, puisque ça crée quand même des impressions uniques finalement, même si c'est une grosse imprimante dans l'idée. Donc ça, vous allez aussi faire des ateliers où on pourra venir faire imprimer ou découvrir la technique, que ce soit avec des enfants ou des scolaires, tout public. C'est ça, exactement. Donc l'idée, en fait, pourquoi j'ai porté ce projet-là, en fait, c'était surtout de pouvoir accueillir le public, notamment pour toute la phase de transmission. Donc que ce soit avec les artistes, avec les formations professionnelles qui débutent là, à partir du 6 octobre, ou que ce soit avec les scolaires, où là, on va faire des visites guidées avec des initiations riso, en fait. L'idée, c'est que la risographie, c'est une technique, en fait, qui me permet d'expérimenter le design graphique de manière assez ludique et assez simple et accessible à toutes et à tous. Donc, on peut travailler la couleur, travailler la forme, on travaille vraiment plein de notions, en fait, de graphisme et de design graphique avec cette technique. Donc voilà, ça va commencer le 17 septembre avec l'inauguration de l'exposition. Et puis ensuite, ça va se poursuivre donc le 27 avec un atelier riso. Et l'expo, on peut en profiter jusqu'au 18 octobre. Voilà, c'est ça. Alors, il y aura des horaires d'ouverture parce que Maison Graphique, c'est aussi un lieu de travail. Donc, du coup, l'expo, elle est ouverte plutôt en fin de journée, fin de semaine. Il y a juste le mercredi et le samedi où je vais ouvrir toutes les après-midi pour accueillir les publics et prendre le temps. Mais sinon, elle sera ouverte sur les créneaux 16-18 après ma journée de travail. Donc, allez découvrir ce nouveau lieu à partir du 17, je vais y arriver, sur les dates septembre prochain. De toute façon, toute la programmation, on le trouve sur vos sites internet et sur vos réseaux sociaux respectifs. Et puis, on reparlera de la France Design Week la semaine prochaine, puisqu'il y aura un plateau avec d'autres designers qui sont au programme de cette quinzaine de septembre. La risographie, alors, c'est pas de l'estampe, mais il pourrait y avoir des œuvres de risographie, on en parlait hors antenne, qui sont exposées par Le Hangar à papier. L'association organise donc à partir de ce week-end, du 13 au 28 septembre, une grande exposition estampes d'ici et d'ailleurs, avec plus de 32 artistes qui présentent des estampes, c'est-à-dire des gravures, des lithographies, toutes les œuvres sur papier. C'est ça, sérigraphie, tout type de gravure, que ce soit sur bois, sur métal, sur lino, etc. Et un artiste nous présente aussi de la risographie, ce qui va nous permettre à tous de découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que certains connaissent. Ils vont tous débarquer au 90 rue Nationale pour faire de la riso. Et ce que c'est que la risographie, mais il y a aussi il y a surtout d'excellents artistes qui pratiquent l'estampe sous toutes ses formes. Alors de façon traditionnelle, mais aussi de façon plus expérimentale.
C'est vrai que c'est pas la première exposition. Pour avoir profité, vous étiez venu nous en parler des expositions précédentes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va dire, c'est un peu galvaudé, mais il y en a pour tous les goûts. Il y a plusieurs niveaux de lecture, il y a plusieurs styles, donc forcément il y a toujours quelque chose qui va nous interroger un peu plus ou se révéler un peu plus à nous. Et puis il y a des invités d'honneur, dont Paul Authom. Vous exposez donc au milieu de tous ces artistes et vous nous faites le plaisir de présenter je vais y arriver. Des œuvres, des gravures. C'est votre moyen d'expression préféré, unique ou c'est... Pas unique, mais préféré, oui, puisque j'enseigne la gravure dans 2 écoles, donc je suis belge. Et donc, je remercie déjà de m'avoir invité comme artiste d'honneur. C'est très intéressant pour moi, je trouve. Mais oui, donc, moi, je pratique beaucoup pour le moment le lino, donc le lino gravé, imprimé en grand format. Mais je fais aussi un peu de sculpture, un peu d'installation, des choses comme ça. Donc, je pense qu'à l'heure actuelle, un artiste ne peut pas se concentrer exclusivement sur une technique ou l'autre. Il est obligé je pense, d'élargir son champ d'investigation pour proposer ce qu'il a à dire. Alors là, l'exposé, vous êtes beaucoup aussi dans la transmission, comme vous le disiez, puisque vous enseignez. Donc, exposer, c'est aussi transmettre d'une manière différente, en tout cas présenter votre travail et ce qu'on peut faire justement, bon, là, avec la linogravure, parmi d'autres artistes qui y travaillent. Est-ce que c'est justement intéressant aussi de voir comment, avec les mêmes techniques, ou en tout cas les mêmes procédés, on arrive à des résultats qui sont très différents parce qu'aucune des œuvres ne se ressemble finalement? La gravure permet énormément de choses. Et comme on disait, il y a des techniques traditionnelles, mais même que les artistes réinventent en utilisant vraiment les techniques dites traditionnelles. Il y a plein d'autres techniques. On parlait de la riso. La riso est arrivée aussi il y a quelques années dans le monde de l'image imprimée. On parle plutôt d'image imprimée que de gravure. Et c'est vrai que la transmission, pour moi, c'est important puisque je suis enseignant et donc j'enseigne l'image imprimée, mais aussi faire un travail dans son atelier, produire des images et ne pas les partager. Je trouve qu'il manque quelque chose. Le partage fait aussi appel aux échanges. Et donc, si je suis ici, c'est parce que je fais de la gravure et qu'on m'a invité pour présenter mes gravures. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut rencontrer d'autres personnes, avoir des échanges, parfois des échanges qui deviennent amicaux et qui permettent à un moment de continuer à échanger des expositions et des expériences, des expérimentations dans le domaine. Oui, ça crée aussi une émulation parce qu'il y a la technique, il y a les sujets, les expressions. Donc en fait, il y a plein de sujets que vous pouvez partager et que vous pouvez échanger parce que c'est aussi une sorte d'artisanat quand même. Oui, donc je pense que la gravure, on axe très vite et beaucoup sur la technique. La technique, ce n'est jamais qu'un moyen pour... et on en a besoin. C'est vrai que quand j'enseigne, c'est un langage. Donc il faut connaître les techniques pour pouvoir s'exprimer. Quand on veut dire quelque chose, on dit je vais prendre telle ou telle technique. Mais si on veut choisir cette technique-là, il faut l'avoir apprise avant. Et donc le côté artisanat, oui, mais un artiste graveur est plus, quoique je ne mets pas il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre, c'est 2 boulots différents. Mais un artiste, c'est d'abord quelqu'un qui crée. Bien sûr, après c'est la contrainte en fait, la contrainte créative finalement de la technique qui lance l'expérimentation, mais on voit même en sérigraphie, même en technique plus ancestrale, finalement, on a des expérimentations avec des résultats très, très différents. Il y aura 2 nocturnes pendant cette exposition. Une première avec Roger Blaquière autour de la linopeinture et de la calligraphie, et une deuxième avec Christian Hainaut autour de la perspective en gravure. Donc là, on voit bien aussi que justement, les échanges qu'il peut y avoir autour de cette exposition sont très diversifiés et que c'est aussi un lieu, l'endroit où on va pouvoir rencontrer des artistes, des gens de l'association et échanger avec vous. Tout à fait. Et la chose sur laquelle je voudrais insister, c'est qu'on a des artistes, certes de toute la France, mais aussi de l'étranger. On a 9 artistes étrangers qui nous ont fait le plaisir de nous offrir la possibilité de montrer leurs œuvres. Certains seront là, certains ne pourront pas être là. Mais ça montre aussi comment les différences de culture peuvent s'exprimer, comment chacun peut mettre en avant sa culture avec des techniques
qui sont adaptés à leurs moyens locaux ou bien qui font partie des mêmes moyens que les nôtres. Oui, c'est cet échange, encore une fois, qui va nourrir et qui va nous permettre, nous, spectateurs, de découvrir, mais vous aussi, entre vous. Et c'est ça, les expos collectives, c'est ça l'intérêt aussi, c'est de vous découvrir et de vous redécouvrir et de faire des ponts, comme on disait tout à l'heure, pour des programmations. Alors voilà, vous avez votre petit programme fin septembre, vous faites un petit tour en centre-ville du Mans, vous allez voir les expositions de la France Design Week, vous allez voir Guillaumite à la Maison Graphique et puis vous allez au centre Paul Courboulet jusqu'au 28 septembre, voir l'exposition Estampes d'ici et d'ailleurs. Merci d'être venu sur le plateau nous parler de tous vos événements. Et puis, on continue, on part à Jupille et dans un autre parc tout de suite dans Culturel. Et pour terminer, continuer cette émission, on aura le plaisir de découvrir le travail de Cécile Carré. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez nous parler de lac. On va découvrir ça dans un instant. Mais avant, je me retourne vers une partie de l'équipe de l'ébauche. Gaëlle Guéranger, bonsoir. Bonsoir. Loïc Richard, bonsoir. Vous venez nous parler de l'assemblage. Rendez-vous pris à l'ébauche à Jupille. Alors, il y a deux rendez-vous cette année. Ce week-end, le 13 et 14 avec pas de côté, et puis le 20, une journée de pratique, d'arpentage sensible, pour reprendre les plus jolis mots que vous utilisez. L'ébauche, c'est l'assemblage, c'est la 7e édition avec l'ébauche, avec une forme un petit peu particulière cette année, mais c'est un rendez-vous qui est déjà rentré dans nos agendas artistiques. Ouais. C'est très bien. Donc c'est la 7e édition. On est très content cette année d'avoir imaginé les choses un tout petit peu différemment. Les autres années, on invitait des compagnies de spectacles vivants qui venaient d'un peu de toutes les régions, qui répondaient à un appel à projet qu'on lançait. Et là, on a eu envie cette année de travailler avec des artistes qui sont autour de l'ébauche et qui viennent régulièrement, qui sont déjà venus à l'ébauche ou qui vivent autour de la forêt. Et d'imaginer ensemble une balade dans la forêt, une balade artistique. C'est quelque chose à l'ébauche qu'on a déjà réalisé plusieurs fois dans différents contextes. Et voilà, là on s'est dit que c'était aussi le bon moment et la bonne année pour tenter cette expérience avec des artistes qui vivent tout près. Alors, juste pour resituer, l'ébauche à Jupille, donc à la forêt de Bercé, c'est un lieu et votre activité vit aussi au rythme de cette forêt et de cette nature qui vous entoure. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on travaille principalement, nous, quand la forêt nous est accessible, parce que l'hiver, la forêt, c'est quand même majoritairement de la chasse. Donc quand la forêt est libérée on ne va pas danser avec les sangliers pendant la période de chasse. Surtout Donc quand le beau temps arrive, que la chasse s'arrête, nous, on peut commencer à y travailler. Alors là, justement, dans les artistes, il y a des artistes très différents. Donc vous êtes chorégraphe, vous avez l'habitude d'organiser ce festival, ces événements à l'ébauche à Jupille. Il y aura Éric Pessan qui est écrivain, Patricia Cartereau qui est artiste plasticienne et Raphaël Jarry, compositeur musicien. Donc il y a aussi plein de modes d'expression, plein de domaines artistiques qui sont convoqués là pour travailler justement autour de la forêt et de cette communion avec la nature. Oui, alors ça, c'est quelque chose que nous, dans notre compagnie et à l'ébauche, on aime particulièrement. Hein, c'est de travailler sur la pluridisciplinarité, la transdisciplinarité, voilà, et de ne pas catégoriser trop les arts par discipline. Donc on aime beaucoup aussi leur dialogue et aussi la richesse de chaque art nous passionne. Et là, ce qu'on a proposé, parce que, alors, non seulement c'est des artistes qui ont différentes approches, mais ce sont aussi des artistes qui n'ont jamais travaillé ensemble. Donc ça, c'est très particulier. Ça demande du temps de pouvoir travailler ensemble, de se coordonner, de se comprendre dans des langages différents. Donc l'invitation, elle a été que chacun réfléchisse à une proposition. Donc que l'écrivain Éric travaille sur une proposition qu'il pourrait faire sur le chemin
Patricia Cartereau, artiste plasticienne également. Et moi, j'avais une proposition aussi, et j'ai proposé à Raphaël Jarry, musicien-compositeur, qu'on travaille autour d'un duo. Donc, voilà, de toutes ces propositions, avec Loïc, on a déterminé le chemin, parce que la forêt, on la connaît bien. Oui, c'est ça. Et puis, il y avait des endroits de la forêt où on avait envie d'emmener et des artistes et le public. Et voilà, donc on a imaginé le parcours. Vous avez créé le cadre, enfin posé le cadre de la déambulation dans la forêt. Voilà, exactement. Et ensuite, là, les artistes travaillent ensemble, donc depuis plusieurs jours, pour aussi coordonner, entrer dans un dialogue entre les différentes propositions. Mais c'est vrai qu'elles se nourrissent en plus, j'imagine, entre le texte, le son, l'image, la danse, le corps, et puis justement, sans compartimenter, la parole peut venir du corps et inversement. Donc j'imagine que tout ça, ça fait un joyeux mélange. Oui, complètement. Alors moi, d'autant que j'écris aussi des textes liés à la danse, donc tout ça est très lié, et effectivement, chaque proposition se répond. Et puis, ça fait 1 an qu'on y travaille avec cette équipe. Donc ça fait 1 an qu'on discute, ça fait 1 an qu'on se rencontre. Donc forcément, maintenant, il y a des choses qui se lient entre elles. C'est amusant comme finalement la forêt et le lieu devient le dénominateur commun de la création. Ça illustre bien finalement ce que vous faites à l'ébauche, de partir de cette nature ou alors qu'il y a à la fois un plateau, une excuse, un sujet, enfin peu importe comment finalement on prend les choses. La forêt est actrice elle-même de cette balade. Elle nous impose un certain nombre de choses, ainsi que la météo. Donc elle nous impose des choses, donc elle est complètement... elle a sa place en tant que presque que personne. C'est ce que j'allais dire, en fait, elle pourrait presque être au générique, dans la distribution. Oui, l'assemblage, le pas de côté, c'est aussi des moments, vous le disiez, avec des artistes locaux, aussi avec de la restauration locale. C'est l'idée aussi de faire découvrir pour ceux qui ne sont pas du coin de Jupy ou de la forêt, ou qui le sont, mais qui ne le pratiquent pas forcément, voilà, de s'interroger sur notre nature environnante et de faire ce lien entre l'art et l'environnement et le monde qui nous entoure. Et là, cette forêt qui nous est offerte et qui est très très belle aussi, qui est un très beau personnage déjà. Qui est très belle, et effectivement, il y a une chose... alors nous, à l'ébauche, depuis qu'on développe ce projet de lieu de création de spectacles vivants en lien avec les paysages, et notamment la forêt de Bercé, ce qui nous touche et ce qui nous plaît, c'est qu'on marche pour aller en forêt. Et on marche pour aller voir un spectacle. Et la marche nous prépare. Et c'est en ça aussi que la forêt est complètement actrice de notre travail. C'est qu'elle prépare. Oui, elle conditionne, on est un peu acteur du spectacle dans ce sens-là. Ouais. Tout à fait. Et ça permet, en tout cas, c'est très intéressant d'étudier, de l'observer, c'est que ça nous met dans un état différent aussi. Oui. Ça conditionne l'écoute, enfin l'attention du spectateur. Oui. Alors justement, pour faire le lien, le 20, il y aura une journée de pratique, c'est-à-dire c'est une journée que vous proposez où on devient acteur de cet événement, de cet échange. Oui, alors j'aime beaucoup aussi amener toutes les personnes qui le souhaitent dans cette démarche en fait de découvrir aussi la forêt autrement. Par les outils que j'utilise, qui sont le yoga, la danse, l'improvisation, l'observation aussi, l'écriture, et d'amener ce pas de côté aussi. C'est une autre manière de découvrir la forêt. Et de faire le lien, parce que peut-être qu'il y a des gens qui se reconnaîtront plus dans la pratique et qui finalement seront plus à l'aise. Hein. Il y a différentes choses et associations qui travaillent autour de cette forêt, et finalement c'est de rentrer, peu importe la porte, mais finalement de s'y retrouver. Tout à fait, c'est assez complémentaire en fait. Nous, on est beaucoup en contact aussi dans tous les projets que l'on mène avec des anciens forestiers, des agents de l'ONF, des personnes qui sont plus proches effectivement de l'animation scientifique aussi, parce que ça nourrit aussi notre travail.
Ça dialogue et puis vous faites aussi la lumière sur ça pour les gens qui ne seront peut-être pas sensibilisés à la cause. En tout cas, le 13 et 14 ce week-end à l'ébauche à Jupille, le 20 pour l'arpentage sensible. Vous retrouvez évidemment toutes les informations sur votre site internet. Là, en fait, vous êtes sur les derniers préparatifs. Vous avez encore demain pour vous ajuster. Exactement. C'est ça. Mais peut-être qu'il y aura une accalmie, ne sait-on jamais. Mais nous, on est prêts en tout cas, même s'il pleut. Voilà, c'est ça. Ça aura lieu quoi qu'il arrive. Oui. Justement, la nature, ça me fait un lien vers votre travail, Cécile Carré. Vous êtes... Alors, j'ai cherché, en fait, je me suis demandé, j'ai mis artiste, parce que artiste lac, ça fait un peu bizarre. Mais en fait, c'est vraiment cette technique, ce matériau qui vous a... happé et qui vous avez développé votre créativité autour de cette technique. C'est ça, donc c'est soit artiste laqueuse, soit laqueuse d'art, j'aime bien, je trouve le mot. Oui, d'ailleurs, vous avez eu un prix main d'or aux Journées européennes des métiers d'art, donc il y a vraiment cette notion d'art, d'artisanat autour d'une technique qui est très particulière. Parce qu'en fait, ça veut dire quoi la laque? Alors, en fait, pour être plus précise, c'est la laque européenne. Donc c'est, on va dire, la continuité historique de la laque qu'on peut retrouver en Asie. Pour faire petit cours d'histoire très rapide, la laque a beaucoup été importée pendant la cour de France des paravents, par exemple, qui venaient de Chine et qui étaient découpés et collés sur des meubles français. C'est pour ça qu'on retrouve des meubles Louis XIV, par exemple, avec des chinoiseries. Et en fait, à l'importation, ça coûtait extrêmement cher et c'est là que les Français ont eu un coup de cœur pour cette technique et c'est là qu'au XVIIe siècle, ils se la sont appropriés en remplaçant la technique traditionnelle qui était la sève d'un arbre qui ne pousse pas en France par un vernis qu'on appelle vernis flatting. Et du coup, on appelle ça laque européenne, qui est la même chose, on va dire, au niveau de la technique, mais qui est différente au niveau des matériaux chimiques. Et alors, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce mode d'expression pour... Enfin, c'est pas, a priori, enfin de ce que j'ai lu, puisque j'ai pas encore vu votre travail, c'est vraiment la technique qui vous a donné envie de vous exprimer avec et de plonger dedans sans mauvais jeu de mots. Alors c'est ça, petite, j'ai toujours dessiné. J'ai fait tout mon parcours scolaire dans l'art, donc ça soit à partir du lycée jusqu'à du coup ma licence. Donc j'ai une licence en laque. À l'ENSAMA à Paris. Oui, c'est ça, à l'école Olivier de Serres. C'est ça. Et ce qui m'a tout de suite attirée, c'est le côté un peu japonisant dans un premier temps. Et après, c'est vraiment la diversité de techniques et l'emploi de matériaux nobles comme les nacres, la feuille d'or. Et on utilise aussi des matériaux moins nobles comme la coquille d'œuf, mais qui ont un rendu vraiment unique. Alors, c'est rigolo parce que je pense que nos téléspectateurs et moi aussi, je ne sais pas si vous saviez qu'il y avait une licence LAC. Je l'ai découvert en préparant l'émission. Et ce rapport, alors je parlais tout à l'heure du rapport avec la nature, c'est que vous aimez bien les sujets autour des végétaux, des oiseaux. Alors, c'est peut-être aussi la tradition justement des estampes japonaises et de ce travail-là. Il y a des motifs comme ça qui sont récurrents dans cet art. Dans cet art, oui, c'est surtout les fleurs, les végétaux. Après, on va dire au niveau de la laque qu'on retrouve en France, laque européenne, on a beaucoup d'artistes qui sont dans une démarche un peu abstraite. Mais moi, j'aimais le fait de revenir en fait vers les estampes, ce côté très japonisant, et puis en fait mettre en avant ces végétaux, ces oiseaux avec des matériaux nobles. Voilà, donc c'est ce qui m'a finalement pour les avoir chez soi aussi. Alors là, vous exposez jusqu'au 25 septembre au pavillon du Parc Monod, donc à l'entrée du Parc Monod, c'est gratuit, vous pouvez découvrir ce travail-là. Et ça peut être appliqué à des objets, à des meubles, etc. Donc finalement, ce travail-là, vous travaillez aussi sur commande? Oui, sur commande. Donc, par exemple, je fais des petits bijoux, donc comme ce qu'il y a juste ici, des vases, des boîtes. Il y en a quelques-unes, alors qui ne sont pas présentes au pavillon Monod parce que c'était surtout des panneaux, mais effectivement, voilà, sur commande. Donc, on peut me contacter sur les réseaux ou par mail. Et les différentes techniques en fonction de la forme et du volume, est-ce que ça modifie votre travail ou finalement c'est juste une application d'un motif? Alors c'est pas vraiment l'application, parce qu'en fait il y a tout un procédé technique. Il y a déjà une dizaine à peu près de couches d'apprêtage qui sont complètement invisibles, qui est la préparation. C'est très long en fait comme processus. C'est ça, la préparation du panneau, et entre chaque couche, il faut compter 24 à 48 heures de séchage. Donc c'est vrai que c'est un travail qui est très long, mais qui par la diversité d'étapes et de techniques, en fait on s'ennuie jamais. Ouais.
Donc voilà, et en fait on joue beaucoup avec la matière. Donc on rajoute à notre vernis du pigment, ce qui fait qu'on a une plus large gamme de couleurs que les lacs traditionnels. Et en fait, on joue par exemple avec des éponges, avec des brosses à dents. En fait, donc la matière crée des effets, voilà. est vraiment pas infinie, mais en tout cas, il y a plusieurs possibilités. Puis c'est ce qui rend les pièces uniques aussi ça, au final. Donc à vous découvrir jusqu'au 25 septembre au Parc Monod. Et puis on vous contacte sur Instagram, sur votre site internet pour éventuellement passer commande ou vous exposer pour une fois que vous avez découvert, comme moi, cette technique et la laque. N'hésitez pas à être curieux et à aller les découvrir. Merci à tous les trois d'être venus nous parler de vos événements et nous, on se retrouve même heure, 19h jeudi prochain sur LMTV pour Culturel.